diagnostic médical, la genèse, alors la genèse, c'est la suivante. Au départ, c'est la rencontre entre deux personnes, Aymar Jachine et puis Julien Perras au Cameroun. Et Aymar, c'est un entrepreneur camerounais mais qui voit bien qui a beaucoup d'ambition et qui est parti du constat qu'au Cameroun, il y a 11 médecins pour 100 000 habitants. Comparativement en France, j'ai mis le chiffre, il y a 324 médecins pour 100 000 habitants. Et donc, du coup, les médecins, ils ont des journées assez lourdes. Il y a beaucoup d'erreurs de diagnostic. Et donc, suite à ça, lui, ce qu'il aimerait bien mettre en place, c'est un logiciel qui permet aux médecins d'accélérer leur diagnostic et que ce diagnostic soit plutôt fiable. Le travail avec l'ENSAI, c'est parce que l'an dernier, il y a eu une conférence qui a été organisée donc, par l'UMENAI à IAPO, suivie d'un Data Challenge. Et il y avait des étudiants d'ENSAI qui ont travaillé sur le Data Challenge proposé par Aymar, et ils ont gagné le prix du Data Challenge. C'était 5 000 €. Ils ont gagné le prix. Et ce que je leur ai proposé, ça a été parce que ce qu'ils avaient fait, c'était une première méthode assez... disons qu'il n'y avait pas vraiment d'analyse statistique qui était poussée à ce moment-là. Et dans le cadre, dans leurs études, en deuxième année, ils font un projet statistique. Donc, c'est des entreprises qui proposent des sujets sur des données et ils doivent faire une analyse statistique sur ces données. Et donc, on leur a proposé ce sujet-là en disant vous avez fait le Data Challenge dessus, est-ce que ça vous intéresserait de continuer à travailler dessus pour votre projet statistique deuxième année? Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est quoi les données ici? Les données, ce sont des fiches patients. Donc, des fiches patients, c'est de l'écriture. Donc, typiquement, là, vous en avez une, fiche patient. Donc, il y avait 500 fiches patients pour 100 maladies. Il y avait 5 patients pour une même maladie. D'accord? Donc, là, ce qu'on se rend compte, c'est que ces fiches patients, en fait, elles sont divisées en plusieurs champs. Un champ identité qu'on n'utilise pas, RGPD, même si au Cameroun, à la RGPD, il n'y a pas, mais on n'utilise pas pour chez nous. Les motifs de consultation, motif 1, motif 2, motif 3, donc, je sais pas, la toux, mal à la tête, fièvre. L'histoire de la maladie, donc quand est-ce que ça a débuté, depuis combien de temps, etc. etc. Les antécédents, s'il y en a. L'état général, est-ce qu'il y a de l'amaigrissement, s'il y a une température, quelle température, etc., etc. Et enfin, le diagnostic positif. Qu'est-ce qui a été diagnostiqué et vérifié? Donc, dans notre cas, là, pour refaire le parallèle avec le X et le Y, nous, ce qu'on a pris en X, ça va être toutes les données textuelles associées au motif, à l'histoire de la maladie et aux antécédents. OK? Et le Y, ce qu'on cherche à prédire, ce qu'on cherche à classer, donc c'est bien sûr la maladie. OK? Donc c'est ce qu'on appelle un problème de classification, parce que les maladies, c'est pas un numérique, d'accord? La maladie, c'est une catégorie. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est pour des choses, en l'occurrence ici des mots, à partir de mots qu'on observe, être capable d'en déduire une maladie. Donc là, il y a déjà une première problématique, c'est les mots. Parce que les mots, c'est particulier quand même à étudier. Surtout si on veut minimiser une fonction dessus, on ne va pas le minimiser sur un mot. D'accord ? Donc le mot, c'est très particulier parce que c'est une donnée qui est dit catégorielle. D'accord ? C'est comme une catégorie. Qui est de grande dimension. Pourquoi ? Parce que la dimension, c'est associé typiquement au nombre de variables. Quand vous êtes dans un cas, par exemple, d'industrie, vous suivez une machine, comment elle évolue, vous avez des mesures de capteurs. Le capteur, ça va être quoi? Ça va être des mesures de pression, des mesures de température, etc. C'est continu. D'accord? Vous avez une valeur. Là, ce n'est pas une valeur. Là, c'est vraiment un mot. Et vous avez souvent une température, une pression et une vitesse. Vous avez 3 variables. C'est ce qu'on appelle la dimension. Là, votre dimension, c'est la taille du vocabulaire. C'est-à-dire, c'est le nombre de mots différents. Donc, on va sur du 2000, 6000, etc. D'accord? Donc, c'est énorme. Et ça, c'est vrai qu'en statistique, c'est compliqué. En machine learning, c'est compliqué à gérer, la grande dimension. Parce que toute la géométrie qu'on a là,
la petite distance euclidienne qu'on utilise pour dire de données sont proches, tout va bien, en grande dimension, vous les perdez, ces bonnes caractéristiques. D'accord? Donc, il y a tout un... Voilà, c'est une difficulté. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle des données éparses. Ça veut dire que, finalement, dans un document, je ne vais pas avoir tant de répétitions que ça d'un même mot. Donc, ça pose un souci, parce qu'on sait que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même des choses qui se répètent. Et ce sont des données qui sont contextuelles, parce que alors, si je prends un mot hors de son contexte, ça ne voudrait rien dire. Donc, il va falloir, derrière, ce qu'il faut penser à faire, c'est comment je peux modéliser ces données textuelles de telle sorte que je puisse appliquer des algorithmes classiques de machine learning. Et donc, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est passer par ce qu'on appelle une représentation vectorielle, dans un espace vectoriel, ce que vous devez bien connaître. Alors, il y a plusieurs manières de faire. On pourrait dire, ah oui, bon, moi, je vais vous en donner une. Un mot, ça devient 1, et puis tous les autres mots, on les met à 0. Donc, ça veut dire qu'on pourrait très bien représenter chaque mot par un vecteur, un booléen, où on met 1 quand ça correspond bien à la dimension qu'il caractérise, c'est-à-dire le mot lui-même, et 0 sinon. Oui, alors, sauf que le problème de ça, c'est qu'on n'a aucune similarité entre les mots. Et donc derrière, dans une phrase, on est incapable d'évaluer une similarité entre les choses. Alors du coup, une approche qui est assez classique, c'est ce qu'on appelle les approches d'ensemble par mots, bag of words. Ces ensembles de mots, l'idée c'est quoi? C'est que finalement, une phrase, je vais pouvoir la représenter comme un vecteur d'occurrence. D'accord? Un vecteur d'occurrence, c'est-à-dire mes dimensions, ça va être tous les mots de mes textes. Donc là, en l'occurrence, tous les mots, c'est John, aime, regarder, des films, Marie, osciller, le football. D'accord? C'est l'ensemble des mots utilisés dans la phrase 1 et dans la phrase 2. Et puis après, pour chaque phrase, je vais constituer un vecteur et je vais calculer le nombre de fois où j'ai le nom John, le nom aime, le nom regarder, etc. Et donc là, à partir de là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut commencer à se dire « Ah, mais là, je peux calculer des similarités. Je peux calculer une distance ou une mesure qui va m'évaluer si ma phrase 1 et si ma phrase 2, de comment elles sont proches ou au contraire de comment elles sont éloignées. » Sachant que souvent on transforme ce genre de choses parce que vous voyez bien qu'une lacune de ce procédé-là, c'est que typiquement les, le la, le, a, etc., tous les mots en fait, qu'on utilise tout le temps mais qui ne sont de porteurs d'aucun sens, ceux-là, ils ne sont pas intéressants. Et typiquement là, si on devait regarder dans un document le nombre de fois on a des le, des la, des les, ça deviendrait énorme en nombre, et ce n'est pas ces mots-là qui nous intéressent. Donc souvent, on travaille sur ce qu'on appelle des pondérations qui vont pénaliser le fait d'être utilisé beaucoup de fois dans un texte. Et pour ne garder que les mots qui sont informatifs et suffisamment redondants pour qu'ils soient importants, mais s'ils sont tout seuls, le truc c'est que derrière paraît encore une fois un mot qui est tout seul et qui est utilisé qu'une seule fois, mais il ne faut pas qu'il ait trop de poids dans mon vecteur, parce que derrière, ça sera compliqué de lui évaluer une similarité. Deuxième chose, c'est que typiquement, quand on prend des mots un à un, on en perd le contexte. Or là, ce qui est intéressant, c'est au lieu de se dire, finalement, mon vocabulaire, ça va être uniquement l'ensemble des mots, je vais l'étendre, ce vocabulaire, par ce qu'on appelle des n-grammes, c'est-à-dire je vais prendre les suites de 2 mots. Donc, en l'occurrence, en plus de John aime regarder des films, Marie, les football, je vais prendre John aime, je vais prendre aime regarder, je vais prendre regarder je vais regarder des films. Voilà. Et donc, du coup, j'augmente effectivement la dimension de mon vecteur, mais je contextualise un petit peu plus les données. Alors, il y a plein d'autres choses à appliquer. Là, c'est juste pour faire sentir l'approche. Mais l'idée, c'est que quand on traite du texte, des approches assez ingénierie, et ce qui était fait jusque dans les années 90, à peu près 90-95, c'était vraiment ça. C'était, on enlève ce qu'on appelle les stop words, c'est-à-dire les mots qui sont tout le temps utilisés et qui sont du non-sens, on enlève la ponctuation, on met tout en minuscules, derrière, on va essayer, ce qu'on appelle lématiser les mots, c'est-à-dire prendre les radicaux. Par exemple,
Des avions et un avion, c'est le même mot. Donc il faudrait que avion, ça soit sans S, parce que c'est ce mot-là qu'on veut avoir, qui doit être représenté. Ou typiquement, on a par exemple un mot manger et mange. Bon, ben, je prends juste la racine MAG, M-A-N-G. D'accord ? Pour justement éviter l'objectif, c'est toujours de compresser le vocabulaire, mais de pouvoir retrouver les mots qui appartiennent à la même racine. Et aussi, derrière, tenter d'enlever les fautes d'orthographe, parce que les fautes d'orthographe, c'est un nouveau mot. Et les nouveaux mots, ils n'ont plus trop de sens dans l'ensemble de la modélisation. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a une matrice. Une matrice, c'est-à-dire, j'ai des lignes et j'ai des colonnes. Mes colonnes, c'est mes mots. Et les lignes, c'est les valeurs, mais ça devient mes phrases, par exemple, et les valeurs associées à mes phrases. Donc, dans notre contexte à nous, les lignes, ce sont les fiches patients. Donc, c'est l'histoire de la maladie, les motifs, etc., qui ont été numérisés, vectorisés, et la dimension, c'est tout le vocabulaire qui a été utilisé dans la fiche, du patient. Alors, ce qui est vachement important quand on fait ce qu'on appelle la datation, c'est de visualiser ces données. Sauf que quand vous avez des données en 2D, c'est facile, hein. Vous mettez un axe X, un axe Y, et puis vous plottez vos données. Ça, il n'y a rien de difficile. 3D, bon, on le fait. 4 dimensions, plus dur. Bon, on va les regarder 2 par 2, 3 par 3. Bon. Et alors là, quand on a 3000 dimensions, on ne sait pas faire. Donc, il y a des techniques en statistique qui permettent de réduire la dimension tout en gardant la proximité entre les données, les proximités 2 à 2. Donc, typiquement, là, c'est ce que j'ai fait. Ça a été de dire, finalement, maintenant qu'on a des vecteurs, donc on a des matrices, c'est-à-dire mon nombre de lignes, c'est mes fiches patients, j'en ai 500. Mon nombre de colonnes, j'en ai 2500. C'est mes mots et mon vocabulaire. Je vais essayer de voir si j'ai de l'information suffisante dans mes données, ou au moins si j'arrive à voir s'il y a des proximités qui s'en sortent. J'ai toujours pas utilisé mes maladies, hein, d'accord ? Là, quand j'ai fait mes vecteurs, on n'utilise pas les maladies. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est quand je viens superposer le point avec sa maladie en question, on se rend compte que toutes les maladies toutes les fiches patients qui ont la même maladie se retrouvent en amas. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'informations dans les données pour que je puisse appliquer une méthode statistique ou un algo ou ce que vous voulez, qui va me permettre de discriminer les maladies par rapport aux autres et les fiches patients par rapport aux autres. Alors, du coup, je reprends mon petit schéma. Quand on fait du machine learning, l'objectif, c'est d'avoir une règle de décision, d'extraire une règle de décision de telle sorte à ce que quand j'ai un nouvel individu, une nouvelle fiche patient que je n'ai jamais vue, je veux que mon classifieur soit capable de prédire ou de donner une classe de maladie. Donc, méthodologie qui est toujours suivie, c'est on divise toujours notre ensemble de données en 2 ensembles. Un ensemble de données où on va apprendre le classifieur et un ensemble de données où on va tester le classifieur. C'est-à-dire pour voir si ce que j'ai appris sur mes données, si j'ai des données que je n'ai jamais vues, est-ce que mon algorithme a bien fait le job? C'est-à-dire, est-ce qu'il est suffisamment général pour être capable d'appliquer ce qu'il a appris sur les données sur une nouvelle donnée qu'il n'a jamais vue, une nouvelle fiche patient qu'il n'a jamais vue? Parce que ce serait trop simple, hein, de dire je prends toutes mes données, j'apprends mon classifieur, hop, et puis je prends une donnée que j'ai déjà utilisée pour l'apprentissage et je la teste. C'est sûr, vous allez avoir des super résultats, hein. Par contre, rien n'indique que le caractère général de cet algo soit bon. D'accord ? D'où l'idée de séparer en 2. Donc, sur cet ensemble d'apprentissage, j'apprends des règles, d'accord ? Et à partir de ces règles-là, pour un nouvel individu, un nouveau patient, une nouvelle fiche patient, que je n'ai jamais vue, que je n'ai pas utilisée pour créer ma règle-là, je puisse lui estimer une valeur, une maladie. Alors, une approche qu'ont fait les étudiants, ça a été de prendre ce qu'on appelle les random forests, les forêts aléatoires. Alors, comme on dit forêt, il faut des arbres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arbre en statistique? Un arbre de décision. C'est la formule la plus simple à comprendre, en fait. Parce que humainement, c'est comme ça souvent qu'on réfléchit. C'est-à-dire qu'un arbre, à chaque fois, on va se dire, bon, j'ai mon ensemble de données, je choisis une variable, une dimension, je choisis une variable, et sur cette variable-là, je vais regarder à quel niveau de valeur
je vais mettre un curseur pour séparer mes données, de telle sorte à ce que, une fois que je les ai divisées en deux, c'est cette base de données, une fois que je les ai divisées en deux, il faut que, finalement, j'ai en majorité plus d'éléments qui sont d'une certaine classe que d'une autre. Et après, on regarde sur une autre valeur, on redivise l'ensemble de mes données en deux, et encore une fois, ce que je veux, c'est avoir des classes pures, c'est-à-dire avoir uniquement des données d'une même classe ensemble, et pas des autres. Okay ? Le problème de ça, c'est que si on fait un seul arbre, on se rend compte que c'est très contraint par ces déterministes, c'est-à-dire qu'on aura toujours les mêmes variables qu'on a fait à un instant T, et puis derrière, ce n'est pas du tout général. Il y a une trop grande variance, c'est-à-dire que si on utilise des nouvelles données, on verra que la précision, l'estimation faite, elle sera assez mauvaise. Donc l'idée des random forests, c'est de dire, bon, ok, je vais créer plein d'arbres différents, et en plus, je vais rajouter de l'aléa. L'aléa, ça va être quoi? Je vais tirer au hasard des variables, comme ça. Je vais tirer au hasard des variables. Donc je crée plein d'arbres, de telle sorte qu'à la fin, tous mes arbres, ils n'ont pas tout à fait les mêmes variables les unes les autres, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de maximiser la pureté dans chaque nœud finaux, dans chaque feuille de mes arbres, et puis après, je vais tout agréger par vote majoritaire. Et en fait, en utilisant ce genre d'approche, donc c'est ce qu'on appelle les classifieurs d'ensemble, eh bien, derrière, on obtient des résultats qui sont extrêmement bons, et notamment en prenant toute la fiche patient, donc sans le diagnostic, bien sûr, mais sur les résultats tests, on arrive à 99% de bonne classification. 99% de bonne classification sur les 100 classes de maladies qui ont été prédites. Et ce qu'ils se sont amusés à faire, les étudiants, c'est de dire, bon, l'objectif quand même, c'est d'essayer de réduire un peu la dimension, parce que travailler sur des données de très grande dimension, c'est pas forcément idéal. Donc on va essayer de voir si j'utilise uniquement qu'une partie de l'information de ma fiche patient, de combien je perds en fait en termes de classifieurs, en termes d'estimation, d'accuracy, de performance. Si je prends que les motifs, vous savez, j'avais 3 motifs, là, motif 1, motif 2, motif 3, en taux de bonne classification, je suis à 56%, ce qui n'est pas génial. Par contre, si je regarde, si je prends l'historique de la maladie, là par contre, c'est ce qui contient en fait le plus d'informations sur le patient, et c'est ce qui permet d'atteindre déjà 98% de bonne classification. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, c'est bien d'avoir 99%, mais l'objectif c'est d'avoir 100%, parce qu'un médecin, il ne peut pas se permettre de se planter, même si le classifieur fait globalement mieux, c'est assez rigolo, parce que souvent, quand dans les approches en médecine, si on prend 5 spécialistes d'un même et qu'on les fait travailler sur les mêmes images, par exemple, ou les mêmes cas patients, eh bien, je crois que le taux de recouvrement, c'est-à-dire combien de fois ils sont d'accord sur leur diagnostic, il est de 60%. C'est très faible. Hein. D'accord ? Donc là, quand on a 99%, on se dit, bon, on est pas mal quand même. Et deuxième chose, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, de comprendre où sont les données, où sont les erreurs. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc typiquement ici, c'est ce qu'on appelle une carte de chaleur, heat map. Ce qu'on va avoir là sur l'axe des ordonnées, c'est les maladies réelles. Donc celles qui normalement auraient dû être diagnostiquées, mais qu'on a mal diagnostiquées. Et puis sur l'axe des abscisses, on a les maladies prédites. Bon, on se rend compte qu'on n'a pas tant de maladies que ça qui ont été mal prédites. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 13 maladies qui ne sont pas forcément bien prédites à 100% des coups. Et ce qui est assez étonnant, c'est que certaines maladies sont toujours mal prédites envers une autre maladie. Donc derrière, ça veut dire qu'il y a des variables, en l'occurrence dans mon vocabulaire, il y a des mots qui sont ambigus ou qui créent une ambiguïté dans la règle de décision. Deuxième chose, ce qui est assez intéressant, c'est d'aller voir sur quels individus portent les erreurs. Parce que, bon, il faut savoir qu'on était dans un problème pas facile au départ, parce qu'avoir que 100 classes et 5 représentants par classe, c'est chaud, en fait. En statistique, ce n'est pas suffisant, normalement. Donc, on étudie, ils ont fait du resampling, c'est-à-dire des méthodes d'échantillonnage de telle sorte à bouger un petit peu l'échantillon d'entraînement et de test
pour voir les capacités de l'algorithme d'apprendre les choses et surtout de voir la performance de prédiction. Mais derrière, il faut bien se dire que ces résultats-là, c'est que sur 100 maladies. Il y en a beaucoup plus dans le monde. Et là, on est au Cameroun, donc les maladies, c'est du style la tuberculose et puis l'otite. D'accord ? Donc c'est sûr que la tuberculose et l'otite, bon, quand on regarde l'historique de la maladie et les motifs, on sent bien que c'est des choses qui sont bien distinctes en termes de vocabulaire. Il n'empêche que ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que en fait, c'est basé sur très peu d'individus. Quand il y a des erreurs, c'est sur qu'un seul individu qu'on le fait, pas sur d'autres. Donc il y avait deux choses possibles. Soit c'est qu'effectivement, sur ces maladies-là, il y a un vocabulaire qui n'est pas assez précis, et donc il y a un recoupement, et donc derrière, il faut retravailler un petit peu la méthode sur la vectorisation des individus. Soit il y avait une deuxième approche qui peut être possible, c'est une erreur de diagnostic. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé les résultats à EMAR pour qu'ils puissent demander aux médecins de réévaluer les fiches patients pour vérifier que c'était bien les diagnostics s'ils étaient erronés ou pas. Et pour terminer, plusieurs choses, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que l'algorithme, donc il peut donner soit la classe en disant bon, pour cette fiche patient-là, c'est le cancer de l'œsophage. Super. Alors là, moi je suis médecin, je ne suis pas d'accord avec l'algorithme. C'est pas facile quand même. Pourquoi Et en fait, il s'avère qu'on peut calculer des scores dans les algorithmes. Les scores, c'est quoi? C'est comme des probabilités. C'est les probabilités d'appartenir à la classe en question. Si j'ai une forte probabilité que ça soit le cancer de l'œsophage, peut-être que je peux être assuré que c'est effectivement le cancer de l'œsophage. Et c'est ce que dit en fait ce bar plot-là. Qu'est-ce que dit ce bar plot-là? Il dit quoi? Mais ce qu'on voit en vert et en vert, là, c'est les éléments qui sont bien classés. Et sur l'axe des abscisses, c'est quoi? C'est la probabilité que donne mon algorithme pour donner la classe gagnante. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de 40%, c'est-à-dire que si j'ai une probabilité qui sort de mon algorithme et qui est à 40%, je suis sûr que c'est un individu bien classé. En dessous de ça, il y a des erreurs. Donc, ça veut dire que derrière, ce qui est intéressant de se dire, c'est OK, maintenant, si au lieu de présenter une maladie, je propose les 5 plus probables maladies dans mon échantillon, est-ce que je suis capable de retrouver la bonne solution? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, en fonction du nombre de maladies affichées, donc c'est ce qui est marqué en abscisse, ce que vous avez, si j'affiche, donc parmi les éléments mal classés, c'est parmi les éléments mal classés, vous oubliez tout ce qui est au-dessus là, quand j'ai une probabilité inférieure à 0,20, eh ben, si je regarde, si j'ajoute une maladie, ben, je me rends compte que j'ai quasiment 80% de mes maladies qui sont bien prédites. C'est-à-dire que si je monte 2 maladies, mais que ce n'est pas la première, j'ai une probabilité faible sur la première, j'ai 80% de chances que ce soit la deuxième. Si je montre 3 maladies, donc c'est-à-dire que la première, elle a un pourcentage inférieur à 20%, donc j'affiche les 2 suivantes, et bien là, dans ces cas-là, j'ai un pourcentage de me planter qui est de moins de 10%. Donc ça, c'est assez intéressant, d'une part, pour les étudiants qui ont étudié le truc, mais c'est surtout aussi pour les médecins, parce que derrière eux, ils ont la réponse, ils peuvent avoir eux, ce qu'ils avaient dans la tête, imaginons, ils se disent « Ah non, moi je pense que c'est le cancer du poumon ». Et l'algo, il dit en premier lieu, non, c'est le cancer de l'œsophage. Grosse incompréhension. Si, par exemple, l'algo lui sort les 3 premières maladies les plus probables, et que dans ces 3 premières maladies, il y a effectivement le diagnostic du médecin, c'est plus facile. D'accord ? Et donc, du coup, c'était juste pour vous montrer là, des sorties qui sont produites par les algorithmes. Donc là, on a appris, vous imaginez, on a appris le modèle sur un échantillon d'apprentissage. Et puis derrière, on a un nouvel individu, là, une nouvelle fiche patient que j'ai appelée XNew. C'est ma nouvelle fiche patient. Et cette nouvelle fiche patient, je la mets dans ma règle de décision. Et qu'est-ce qu'elle me sort? Elle me sort, voilà, la maladie prédite la plus probable, c'est l'adémite mésentérite. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Avec probabilité 0,48. Or, on a vu sur notre schéma précédent qu'on sait que quand c'est une probabilité supérieure à 40, à 0,40, on a 100% de réussite. Mais on va quand même le vérifier. J'ai affiché quand même les 5 autres maladies les plus probables et on se rend compte que leur score il est très, très bas par rapport à celle prédite.
parce que de 48%, on passe à 5% pour les autres. Si je regarde la maladie réelle diagnostiquée, ah ben, tout bon, c'était bien l'adénite mésentérique. Par contre, je vous fais le cas où c'est moins bien là. C'est-à-dire, je prends un nouvel individu, une nouvelle fiche patient, je la mets dans ma boîte noire, hein, dans ma règle de décision, que j'ai apprise préalablement, et là, ils me sortent, bon, ben alors voilà, j'ai le rétrécissement aortique avec proba 9%. La probabilité, elle est faible quand même, d'appartenir à cette classe-là. Donc là, c'est intéressant d'aller voir quelles sont derrière les 5 autres maladies les plus probables, après celle-là. Donc on a le cancer de l'œsophage, pneumoconiose, conjonctivite, etc., etc. Et alors, quand on regarde la vraie maladie diagnostiquée, on se rend compte que c'est le cancer de l'œsophage, c'est-à-dire la deuxième la plus probable. Donc c'était juste pour vous donner un exemple d'analyse qu'on pourrait faire sur des données. Ah oui, c'est brut, hein, là, c'est tombé dessus comme ça, brut de décoffrage. Et voilà. Donc c'est surtout ce que j'ai repris. Alors attendez, ce que j'ai repris, c'est le travail des étudiants. Je remercie, parce que je ne les ai pas cités, je remercie Camille Frévent, Guillaume Flamand et puis Benjamin Larvaron, qui ont travaillé sur ce projet et qui ont fait un super truc.